Voilà, bienvenue à tous, très chers amis téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision. Merci de nous suivre de partout où vous nous suivez. Vous suivez Entretien, Entretien qui est une tribune ouverte à tous ceux qui ont de la matière à donner, ouverte à nos différents invités, pris singulièrement parce que Entretien, comme sa dénomination l'indique, n'est pas un débat contradictoire. Contrairement à nos autres programmes, Entretien, c'est une tribune d'expression pour permettre à nos différents invités de marque de s'exprimer librement. Entretien, désormais, vous allez vous habituer à cette tribune, question de discuter de toutes les questions d'actualité avec nos invités face à nos experts maison. Entretien de ce jour va parler de la question relative à l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma, mais aussi de comment on gère l'après-éruption, la question de prise en charge de sinistrés. Nous parlerons aussi de la question de la loi portant protection de la nationalité congolaise, que d'aucuns appellent la question de la congolité à 100%. Nous allons aussi parler de la santé d'un parti politique dont vous connaîtrez le détail dans le cadre de cette émission. Je m'en vais tout de suite vous présenter notre invité de marque de ce jour. Entretien va s'entretenir aujourd'hui avec Madame Stéphanie Mbombo. Je crois que la régie vous a déjà montré de qui il s'agit. C'est une habituée de Nouveau Congo Télévision. Madame Stéphanie Mbombo est présidente du CRIC. CRIC, c'est un parti politique. CRIC voudrait dire Cercle des réformateurs intègres du Congo. Madame Stéphanie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ajustez votre micro. Oh, pardon. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, vous serez en face de nos experts maison. On a deux intervenants sur ce plateau. Godelive Kalombo, bonjour et bienvenue. Bonjour Cissé. Ben, salutations à toi aussi. Merci, bonjour à vous. Madame aussi. Stéphanie est à vous. Alors, on va tout de suite ouvrir le bal dans le cadre de cette émission. D'entrée de jeu, je voudrais dire, est-ce que vous vous portez bien? Très très bien. Et CRIC, ça va? De mieux en mieux. CRIC est en très très bonne santé. Nous avons des adhésions tous les jours. Nous existons légalement depuis l'année passée et nous sommes déjà implantés dans plusieurs territoires de notre pays, notamment dans le Bandundu, le Congo central, le Kisangani, Kananga, dans le Katanga aussi, à Lubumbashi et à Kolwezi. Et dans le Maïndombe maintenant. Nous sommes aussi dans le Maïndombe et je crois que je n'ai pas, j'ai tout cité. Dans le Mbandaka aussi, nous avons des jeunes de Mbandaka que je salue, qui nous suivent peut-être. Donc voilà, donc CRIC est en très très bonne santé. Tout le jour, et il y a des adhésions, tout le jour on évolue. Nous sommes en face de l'église Notre-Dame de Lingwala, ce 24 novembre. Notre siège est là, voilà. Donc si vous êtes intéressés, passez nous voir. Très bien, merci de cette présentation détaillée. Je vais tout de suite introduire ma consoeur, Godelive Kalombo. Madame a semblé donner l'implantation, c'est qu'est l'implantation de CRIC à travers la République. Elle est à vous. Voilà, Madame Stéphanie Mbombo, bonjour encore. Bonjour, merci. Alors, vous avez parlé du CRIC. On voit que le parti évolue, si on peut le dire, parfaitement bien à ce niveau. Parce qu'il y a combien de temps que vous avez débuté? Nous avons, je veux dire que le parti existe au niveau de projet, au niveau d'idéologie depuis 2019. Légalement, nous existons depuis l'année passée, donc fin de l'année 2020, que nous avons eu notre arrêté. Donc ça fait plus de 6 mois que nous sommes légalement implantés à Kinshasa. Voilà. Alors, CRIC s'est-il déjà déterminé dans la composition du paysage politique? Oui, absolument. Nous sommes alliés à l'UDPS, nous sommes membres de l'Union Sacrée et aussi membres de FPAU. Par l'occasion, nous présentons de condoléances à la famille de notre parti Kitenge, ceux qui viennent de disparaître, c'est lui qui était notre leader, et aussi à la famille politique, parce que nous souffrons tous un peu, nous sommes un peu orphelins de ses idées et de ses stratégies et de sa légende en politique. Et pourquoi avez-vous choisi ce camp? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le camp? Oui, parce que là, quand vous parlez de l'UDPS, on comprend directement que vous soutenez les chefs de l'État. Oui, absolument. Vous savez, dans la vie, il faut toujours... en fait, pas dans la vie. Si vous êtes leader, vous voulez avoir leadership, il faut que vous ayez votre leader aussi. Donc, vous ne pouvez pas être leader si vous n'avez jamais suivi un leader avant.
Et ce que nous avons choisi, c'est le président de la République parce qu'il nous avait convaincus depuis la campagne électorale. Comme nous l'avons approché pour faire sa campagne, il nous avait convaincus. Et jusque-là, nous sommes assez, je dirais même satisfaits de ses décisions, de son parcours, de toutes les décisions qu'il prend au niveau du gouvernement. Nous rendons compte que c'est quelqu'un qui ne va pas en dehors de tout ce qu'il avait promis pendant la campagne. Donc c'est un président humain qui est déterminé à développer ces pays. Et voilà pourquoi nous avons choisi à les soutenir. Soutenons les actions du président, son programme de gouvernance, et non pas la personne du président de la République. Très bien. Alors, vous allez poursuivre, mais en attendant, je voudrais insérer, puisqu'on en parle, le patriarche Kitinge est parti, lui qui était le haut représentant du président de la République. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez de lui comme image, maintenant qu'il n'est plus? Qu'est-ce que vous gardez de lui? Je garde de lui un homme d'une intelligence fine, très discipliné, très organisé. Donc, il occupait de hautes fonctions. Moi, je crois que la première fois qu'il m'a donné rendez-vous à 19h30, j'étais à 19h25, il m'a reçu à 19h30. C'est quelqu'un qui a de l'estime, qui a beaucoup d'estime pour des gens. Quand vous l'approchez, et surtout quand vous êtes intelligent, vous êtes automatiquement son interlocuteur. Il avait un bon sens de l'humour à chaque fois dans le dialogue qui va beaucoup nous manquer, et un grand stratège surtout. C'est quelqu'un qui est de son bureau, gérait beaucoup de questions de sécurité de la territoriale. Et il était tellement engagé, tellement intelligent, et qu'on oubliait qu'il était assez âgé et qu'il avait des faiblesses de santé. Parce que l'image qu'il donnait de nous était d'un homme debout, convaincu, déterminé, toujours actif. Et à 1h du matin, il est là, il est debout, il reçoit. Et je lui avais même dit que je crois que vous deviez de temps en temps penser aussi à vous reposer, Excellence, parce que ça fait trop de travail. Justement, laissez-moi vous relancer un peu. C'est un tout petit peu anodin, mais on doit en parler. Qu'est-ce que vous pensez de ces nombreuses réactions que l'on a constatées dans les réseaux sociaux depuis son décès, liées, n'est-ce pas, à sa croyance? Il y en a qui évoquent les questions liées à sa croyance, à ses convictions spirituelles. Moi, écoute, non, heureusement que je suis alliée en politique, pas alliée spirituelle, donc je ne pense pas que ça m'engage. Mais du point de vue politique, c'était un allié d'État. Il a toujours soutenu le chef de l'État. Dans toutes les discussions, le chef était au centre. C'est vraiment quelqu'un que le chef d'État va beaucoup regretter. Merci bien. Ben Limba. Moi, je vais beaucoup plus m'atteler sur la vie d'après l'éruption volcanique Nyiragongo. D'entrée des jeux, j'aimerais savoir, que pensez-vous de l'apport du gouvernement? L'apport qu'apporte le gouvernement est-il proportionnel, ou bien c'est proportionnel aux attentes, bien entendu, des habitants de ce coin du pays? Proportionnel, je ne sais pas, ce sera aux habitants de nous le dire. Mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement, s'est mis tout de suite au pied de la population quand il y a eu l'éruption. Dans une forte délégation du gouvernement allait à Goma pour écouter, pour prendre la situation en main. Donc on n'a pas géré ça de Kinshasa, mais on l'a géré sur place. Alors, le besoin de la population n'est pas différent. Le besoin des sinistrés de Goma n'est pas différent des besoins des femmes d'Engaba, des Mastines qui continuent à souffrir. Donc, il ne faudrait pas singulariser une problématique de Goma par rapport aux autres problématiques du Congo aussi qu'on n'a pas satisfait. Donc, le gouvernement a mis ses moyens qu'il ne peut que mettre. Tu vois, on dit même la belle femme, on donne que ce qu'elle a. Donc, le gouvernement s'est mis là et a donné des moyens qu'il fallait donner. Mais c'est la problématique de Goma, nous, dans CRIC, c'est que nous voulons vraiment sensibiliser. C'est que c'est une affaire de tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête à ce que le gouvernement n'a pas tout fait pour qu'on dise, voilà, il n'a rien fait pour Goma, il manque ceci, il manque cela. C'est normal qu'il manquera des choses parce qu'on ne peut pas tout couvrir en même temps. C'est un processus. Et aussi, il faut dire que est-ce que le gouvernement était prêt? Est-ce que ce gouvernement a un fonds de crise pour faire face à ce genre de catastrophe naturelle? Mais on dit gouverner, c'est prévoir. Bien sûr, c'est une très très bonne chose. Mais prévoir quoi?
Une catastrophe, par exemple. On ne peut pas tout prévoir à 100% non plus. Donc, la réponse qu'on a donnée, ça veut dire qu'on avait prévu. Mais Adela, dire que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il devait faire, moi, je crois que c'est un peu limité les choses. Par contre, ce que nous voulons aussi, ce que nous voyons dans ce qui se passe dans d'autres cieux, quand il y a eu de feux de brousse, de feux en Australie, on a vu l'actrice Nicole Kidman qui est sortie des États-Unis pour donner autant de fonds. Parce que Nicole Kidman n'est pas gouvernement australien. Elle est seulement australienne, citoyenne, qui a de l'argent, qui a voulu aider. Où sont les millionnaires congolais, les milliardaires congolais qui ont des jets privés, qui circulent partout? Où sont ces millionnaires qui peuvent maintenant aider au président? Moi, j'envoie telle somme à Goma pour nos frères. C'est quelque chose qu'on doit en faire une affaire nationale, une affaire de tous. Et non pas seulement du gouvernement. C'est une catastrophe naturelle, c'était imprévu. Alors, que répondriez-vous à ceux-là qui pensent que l'aide du gouvernement, elle est mitigieuse? Écoutez, c'est difficile dans le monde entier d'accepter que le gouvernement a aidé. Tu vois, en France, quand il y a des catastrophes en France, vous écoutez les Français disant que le gouvernement n'a rien fait, il n'y a pas d'électricité, il y a ceci. Aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a tempête de neige à New York, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, les gens se plaignent, disent que non, c'est chaque année qu'il neige. Mais pourquoi? Ça arrive toujours. Donc, ce sont des problématiques qu'on trouve partout. Mais ça ne veut pas... Mais heureusement que ce gouvernement est là. Parce que c'est toujours lui qui va canaliser. C'est toujours lui qui va s'en occuper. Même si on le critique, c'est toujours lui qui est présent. Donc, je crois que le gouvernement a fait son travail. Il va continuer à le faire. Il y a une réunion de crise avec les membres du gouvernement autour de Goma. Il y a des dispositions qui ont été prises et que dans les prochains jours, on va voir cela s'accomplir petit à petit. Et gloire à Dieu, l'éruption s'est aussi calmée. Donc, les gens de Goma pourront peut-être bientôt rentrer chez eux à la maison. Très bien. Merci, Madame Stéphanie Bobo. En attendant que l'on poursuive, je vais prendre Godwin Kabalo. Mais en attendant, j'aimerais poser une question. C'est la question qui est sur toutes les bouches depuis un bon bout de temps. La question relative à la congolité à 100%. C'est une proposition faite par un compatriote qui devra être, disons, endossée par un parlementaire pour que ceci devienne un texte de loi. Mais bon, maintenant, déjà, on sent ça et là, ça bouillonne. Il y en a qui pensent que l'on ne devrait pas procéder de la sorte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que cette proposition est la bienvenue? Bon, nous sommes un pays qui a eu une série de guerres et des guerres. Nous avons eu une guerre africaine au Congo, virtuellement. On a eu tous les pays africains qui se sont battus dans notre territoire. Donc nous avons un peu de séquelles de ce qui s'est passé avant dans notre pays. Et que nous sommes aussi un pays où nous avons eu dans ses propres pays des ministres des Affaires étrangères qui se disaient congolais, et puis après, quand il y a eu un petit conflit, ils ont traversé en face. Le général de l'armée, c'est pareil. Donc, nous avons connu des choses où, moi, je crois que quand on dit en lingala, ceux qui m'ont tué na nyoka banga, nyoka, comme banga, comme banga un PC, comme banga mousselekete. Il faut pas non plus qu'on se verse qu'on puisse singulariser à chaque fois une loi. Je réponds de façon générale. Il ne faut pas singulariser. La loi, en droit, je suis juriste, la loi est faite pour protéger. Et quand on fait une loi, on protège. Pour l'instant, on protège. Ça sera une loi qui pourra protéger notre propre nation. Il ne faudrait pas qu'on puisse singulariser la loi à une seule personne, ou à un seul individu, ou à un groupe d'individus. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je crois qu'il y a lieu de faire aussi une différence entre certains pays qui nous ont fait la guerre, quand on vote les lois sur nationalité, ou certains pays où nous avons une somme en conflit, latente ou déclarée, qu'il faut attendre peut-être 50 ans pour que les plaies s'effacent, et d'autres pays où nous n'avons rien à voir au niveau nationalité, au niveau des guerres, pour que l'on puisse sanctionner nos propres enfants. En tant que libéral citoyen du monde, je crois que le monde évolue en bloc aujourd'hui. Nous parlons de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, qui vraiment, qui gouverne l'Europe? C'est pas vous entendez de moins en moins un Belge ou un Français parler vraiment, bon, à part Marine Le Pen qui est un peu cinglée, qui parle de trucs qui sortent de l'Union européenne. Il y en a toujours, mais l'Union européenne prend tellement de l'ampleur que les États n'existent pratiquement plus. Je crois que nous pouvons entendre à ce genre d'approche. Aujourd'hui, en Afrique, on parle déjà de la zone de libre-échange continentale au niveau économique et tout. Nous tendons à une ouverture totale de frontières, mais quand même, il faudrait qu'on ait des garde-fous pour certains postes, je suis d'accord. Mais encore faut-il que ça ne soit pas quelque chose qui est singularisé à un. Très bien, justement, puisque comment vous comprenez l'attitude des personnes qui se sentent visées par cette loi? Parce que la loi est impersonnelle et générale.
Est-ce que vous comprenez leur attitude de se faire passer pour des victimes visées par ce texte de loi? Moi, je crois qu'il n'y a pas de victimes. Personnellement, je ne trouve pas de victimes dans une loi qui protège la propre nation. Je crois qu'aux États-Unis, pour être président, candidat président aux États-Unis, il faut être né aux États-Unis, point. Ceux qui ne sont pas nés là-bas, ils se disent, voilà, nous, on n'a pas eu la chance. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas en faire quelque chose de personnel, mais plutôt, les débats doivent se faire au niveau de l'intérêt d'État. Vraiment, moi je crois que tout le monde devait un peu centrer ce débat au niveau de l'intérêt de la nation. Est-ce que notre nation est vraiment en danger avec cette loi ou pas? Est-ce que notre nation est protégée pour ça ou pas? Alors là, ça sera un débat au niveau du Parlement et qu'on verra comment vont se passer les choses. Je n'ai pas lu personnellement cette loi. J'ai un peu suivi sur les réseaux sociaux. J'ai suivi monsieur Tchani là-dedans. Il faut vraiment faire une différence entre le poste du président de la République et d'autres postes au sein de l'État qui ne sont pas concernés. Et aussi faire une différence entre, quand on parle des pères, de mères ou des pères et de mères congolais. Il y a des enfants qui sont des métissés, mais qui sont nés ici, qui n'ont jamais connu leur père, qui n'ont connu que le Congo toute leur vie, et qui vont voir en cette loi une sorte d'exclusion en elle, parce que on ne choisit pas où naître. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère. Donc, je me suis retrouvée à être enfant congolais, de mère et de père congolais. C'est très bien, mais d'autres n'ont pas choisi non plus, mais qui aiment ces pays. Et on a découvert aussi beaucoup de gens, des étrangers, qui ont fait beaucoup de bonheur à ces pays, mieux que le Congolais eux-mêmes. Donc, il faut toujours faire une sorte de balance quand on fait des lois. Mais encore une fois, pour moi, ça doit être quelque chose qui doit protéger l'État congolais de tout ce qu'on a vécu comme guerre au niveau inter-africain ici, mais pas singulariser la chose. Et pour conclure, je crois que ce sera la dernière question assez sensible, je vais dire ceci, que personne dans ces pays, aucun Congolais ne peut avoir la certitude qu'il est le fils ou la fille de son père. Parce que la paternité est une présomption. Moi, je crois que si on veut ramener le débat, moi je disais que vraiment que ça soit né de mères congolaises, parce qu'au moins on connaît nos Congolaises, on connaît que ce sont les mamans qui portent les bébés. Mais même Tchani, il sait pas, il est présumé être le fils de son père jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Il ne sait même pas si son père c'est lui son vrai père. Ça alors. Donc c'est la paternité en droit est une présomption. Donc si on va plus loin, on ne sait pas où est-ce qu'on va en finir en fait. Très bien, Godelive Kalombo. Voilà, Stéphanie Mbombo. Moi je veux me focaliser sur votre parti, le CRIC. Alors jusqu'où compte aller le CRIC? En termes de la conquête du pouvoir, oui. Jusqu'au sommet de l'État. Ah, donc en 2023, s'il y a élection, en CRIC 2023, va présenter son candidat. Mais quand je dis jusqu'au sommet de l'État, pourquoi? Parce que CRIC est là pour accompagner le président dans son prochain mandat, pour l'amener au sommet de l'État. Vous êtes donc vraiment prêt? Nous voulons faire la campagne pour le président. Nous voulons ramener le plus de majorité possible au Parlement pour qu'il puisse bien mettre en œuvre son programme de gouvernance qui est en souffrance au premier mandat. Donc voilà, quand on est jusqu'au sommet de l'État, je parle par rapport à cela. Et aussi, après que le président aurait fait ses 2 mandats, je crois que dans CRIC, on a de cadres, on a de jeunes, des femmes qui sont très ambitieux. Vous êtes déjà sûr qu'il fera ces 2 mandats? Donc il y a des ambitions. Mais nous sommes, parce que nous ne voyons pas, franchement, qui peut être le concurrent d'un homme qui a tenu ces pays d'un leadership de maître comme le président de la République. Il n'y en a pas. Les gens pensent qu'il y a des challengers. Nous, on est curieux de le connaître. Mais parce qu'on ne peut pas être challenger d'un homme, d'un président comme le nôtre qui a fait ses pas au niveau de l'Union africaine, qui a pris des décisions impopulaires mais drastiques pour le développement de son pays et qui s'est mis lui-même en danger. Alors je ne vois pas qui d'autre peut porter cette peau et dire voilà, je vais challenger. Voilà, Stéphanie Mbombo, vous êtes jeune. Et que compte faire le CRIC pour propulser la jeunesse congolaise? CRIC promet l'entrepreneuriat parce que ça fait partie de notre pilier. Nous avons 5 piliers dans CRIC: l'environnement, l'éducation, le réforme, l'état de droit et l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, pour nous, c'est la seule clé pour que nos jeunes retrouvent leur dignité. Parce que, vous savez, même dans la Bible, moi quand on parle de la spiritualité, même moi qui suis chrétienne, il y a un verset qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, moi, j'ai toujours grandi dans ça. Dans tout ce que je fais, la jeunesse, c'est d'abord l'âge, mais c'est aussi le projet que vous commencez. C'est aussi le parti comme CRIC qui a peut-être 6 mois d'existence, mais qu'on ne peut jamais nous mépriser.
Donc, je dis toujours aux jeunes, pour qu'on les méprise pas, il faudrait qu'on les associe dans leur avenir. On dit qu'ils sont l'avenir de demain, mais il faut les associer aujourd'hui pour qu'eux-mêmes soient acteurs de cet avenir de demain. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la clé. Et nous avons fait signer 10 000 pétitions la fois passée pour que nous puissions, dans toute la République, dans tous les 4 districts de Kinshasa, pour que ce gouvernement nous donne des mécanismes clairs d'accès au crédit d'entrepreneuriat de jeunes. Parce que ça, le président en a déjà parlé. Maintenant, il a mis un gouvernement en place et c'est à ce gouvernement de mettre en œuvre la volonté du président en termes d'entrepreneuriat. Et ça, nous ne sommes pas encore satisfaits, même si on est membre de l'UMS et qu'on soutient le président. Nous, dans CRIC, on a dit que nous allons jouer le rôle de watchdog. C'est-à-dire, comme ils sont les warriors, nous sommes des watchdogs. Le chien de chasse qui surveille qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on va vers ce rôle-là. Pourquoi? Parce qu'on veut que le président ait un bilan à défendre aux prochaines élections. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat de jeunes, c'est quelque chose que nous tenons beaucoup et nous faisons des formations. Par exemple, aujourd'hui, dans notre siège, le mardi, de 16h à 18h, c'est la réunion entrepreneuriat où les jeunes ramènent leurs projets, on les encadre. D'autres, on les apprend comment écrire leurs projets, les femmes, les jeunes, les hommes. Et certains, on discute avec eux et on va voir de potentiels bailleurs de fonds au niveau du secteur privé, au niveau de l'État, au niveau international, pour qu'on puisse promouvoir, financer leurs projets. Voilà, vous avez dit tantôt que le CRIC a été implanté dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà eu le temps de descendre vous-même sur terrain pour vous enquérir de la situation du fonctionnement de votre parti? Oui, ça c'est le vrai problème pour moi de descendre sur terrain. C'est vraiment une question de clash d'agenda. Il y a tellement d'enjeux qui se font sur place à Kinshasa maintenant et que je ne me vois pas en ce moment-ci en train de faire la tournée. Mais néanmoins, ce sont eux qui viennent. Donc, au mi-juin, nous aurons la délégation de Béni qui va venir nous voir. Et la délégation de Matadi était là. On s'est déjà entretenu. Mayendombe était sur place à Kinshasa. Bandundu, pareil. Et Kananga aussi. Ils étaient venus. Donc, chaque fois, on publie sur Facebook quand une délégation arrive. Mais nous-mêmes, moi-même, personnellement, je n'ai pas encore fait le siège, mais d'autres membres de l'équipe de mobilisation et le secrétaire général sont en train de circuler à travers. Alors, Ben Limboa. Ouais, je reviens sur la question de l'éruption, de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Madame Mbombo, pensez-vous que l'apport du gouvernement va aller jusqu'au bout ou bien ça va ajuster le micro? Ça va s'arrêter. Je voudrais dire, pensez-vous que l'apport du gouvernement va aller jusqu'au bout ou bien ça va s'arrêter à mi-chemin? Mais pourquoi vous s'arrêtez à mi-chemin alors qu'il a bien commencé? Parce qu'on a une jurisprudence, on a nos frères, comment dirais-je, expatriés, qu'on a chassés au Congo-Brazzaville. Ils étaient installés ici au stade 24 novembre et par après, on a vu, rien ne s'est passé. Ils passaient la nuit à la Belle Étoile. Il n'y a eu aucun soutien de la part du gouvernement congolais. Et puis, voilà, il y a des gens qui ont perdu leur vie là. Justement, pour enchérir, qu'est-ce qui garantit que cet élan d'aider qu'a commencé le gouvernement ira jusqu'à son aboutissement? Moi, je crois que ça dépend de leadership. Tout est question de volonté politique. Et cette volonté politique, ce gouvernement-là, il a fait preuve. Donc, il y a peut-être des cas fortuits, oui, qui n'ont pas abouti, mais je ne pense pas que dans le cas présent, on peut déjà prédire que le gouvernement va s'arrêter. Vous savez, même, j'ai rencontré un homme d'affaires américain dans ce que je faisais comme business. On voulait vendre aux États un programme électronique. En fait, il y a un logiciel. Alors, il a dit ceci en anglais. L'État paye toujours en retard. Ou il ne paye pas, mais il paye toujours. Donc, mieux vaut vendre à l'État parce que l'État paye toujours ses dettes. Même s'il ne paye pas, l'État reste un partenaire sûr pour nos frères et sœurs de Goma parce que l'État sera toujours là. La justice sera là pour elle. Et le ministère social sera là pour eux. Le gouvernement sera là d'après eux. Donc, même si l'État tarde, on a l'impression que l'État ne fait pas, mais l'État reste là. Il n'est pas jamais. Il n'est pas une ONG pour terminer le mandat. Il restera là jamais avec eux. Donc, il faut pas que se décourage. Peut-être une dernière question relative à cette éruption volcanique. En termes de prévision, on dit gouverner, c'est prévoir, bien entendu. Est-ce que CRIC a une proposition, sinon une suggestion à faire pour que les autorités puissent prochainement avoir une bonne garde, afin
afin d'éviter ce qui nous est arrivé. Pareil drame ne puisse pas se répéter sur le sol congolais. Oui, c'était vraiment dramatique, il faut se le dire. Hein. Quand les choses vont mal, il faut dire que ça va mal. Il ne faut pas se cacher derrière surtout qu'on est sur des réformateurs intègres du Congo. On veut vraiment garder notre lucidité. Et c'est comme ça qu'on va aider nos autorités. Moi, je crois qu'il y a eu quand même une négligence profonde. Justement, il y a eu alerte. Il y a une négligence profonde par rapport à l'alerte qui devait être faite sur Goma, par rapport à l'équipement des centres d'observation sismique qui doit surveiller ça. Et ça, c'est quand même dans une zone où nous savions bien qu'il y a déjà eu éruption. Et avoir un tel organe et négligé, et c'est quand même c'est inacceptable. Et avoir aussi ces matériels bloqués à la DGDA, comme ça a été le cas. Depuis 2017. Ils ont bloqué parce qu'ils n'ont pas payé. Vraiment, quelque chose qui dépend de notre propre vie, la vie de nos sœurs, et qu'on les bloque par rapport aux taxes et autres. Donc il y a beaucoup de failles que moi je crois qu'on doit corriger. Pour la prochaine fois, on doit outiller cette institution et en même temps prévoir d'autres pareilles catastrophes. Très bien. Alors, politique à présent, on revient sur la politique. Une question qui me taraude l'esprit, c'est que comment vous trouvez la diplomatie du président de la République? On a récemment vu ce qu'il y a eu comme bourde avec les négationnismes du président rwandais sur la question des massacres à l'est de la République du Congo. Et d'aucuns ont estimé que le président de la République aurait dû réagir vigoureusement. Lui a choisi le chemin de l'amiable, estimant qu'il y a d'autres cadres où il est prévu de discuter entre présidents de la République. C'est une politique que vous trouvez efficace? Moi, d'abord, je vais vraiment saluer le président. Je suis moi-même diplomate. En fait, j'ai commencé ma carrière en diplomatie. J'ai été formée comme diplomate congolaise ici à l'Académie diplomatique congolaise et dans d'autres académies dans le monde aussi, et notamment en Belgique. Mais j'ai vraiment salué la finesse diplomatique du président de la République dans la réponse, comme on dit, de la réponse du berger à la bergère. Mais ce n'est pas le cas parce de que Martin Fayoulou. Il ne voit pas les choses de cet œil-là. Mais vous savez, de fois quand on s'est dit on s'appelle l'opposition, les gens pensent qu'il faut absolument s'opposer à. Opposition, ce n'est pas en politique. Quand on est dans l'opposition, ça veut dire qu'on appartient à un groupe politique. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que quand on fait une politique, il faut dire non, 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 parce qu'on est en opposition. Donc, ce n'est pas ça le cas. Il faut peut-être revoir un peu leur stratégie d'approche. Je trouve que c'était d'une finesse. Le président est resté grand dans le dossier qui intéresse la paix dans son pays. Il est resté grand dans l'approche qu'il a au niveau de l'Afrique. N'oubliez pas qu'il est le président de l'Union africaine. Donc, il ne peut pas avoir de réponse épidermique avec un des présidents africains. Donc, il doit gérer toute cette relation qu'il a, l'image qu'il doit donner au niveau africain et au niveau mondial. Alors, grâce à lui, grâce à cette réaction, vous avez vu comment les réactions maintenant se sont multipliées au niveau international, des Nations Unies qui a réagi farouchement contre les propos de Kagame. On a vu d'autres pays, d'autres institutions ont suivi, d'autres ONG aussi ont suivi. Pourquoi? Parce que la déclaration de Kagame n'était pas contre seulement le Congo, mais c'était contre tout un système international qui lutte contre les crimes organisés, qui lutte contre le terrorisme. Donc, il a soulevé la guerre contre ça, en niant ce qui se passe au terrain. Quand on nie, c'est une sorte de silence coupable. Quand on veut nier, ça veut dire qu'on est quelque part complice de ce qui s'est fait vraiment sur le terrain. Donc, moi, je crois que le président avait très, très bien répondu et surtout qu'il a, pour répondre à la question de Denis Mukwege, il a simplement dit qu'il avait beaucoup d'estime pour lui. Attends, ça veut dire que non, on s'en fout de ce que les autres pensent de Denis. En Afrique. Nous le considérons comme notre enfant. Nous sommes fiers de lui, fiers de son travail. Et ça, c'est une très grande réponse. Donc, il n'a pas... Vous savez, on dit en droit, la diplomatie en droit, un juriste mais ne se meut pas. Ça veut dire un juriste fait mouvoir les choses, mais lui-même, sans que lui-même ne bouge. Et c'est ce que le président a fait. Il est resté... sans bouger, mais là, a fait bouger tout le reste dans ce genre de réaction. Très bien, on reste dans la diplomatie. Mais qu'est-ce que vous pensez de son mandat à la tête de l'Union africaine, depuis qu'il est à la tête de cette organisation continentale? Est-ce que vous pensez que ça fait 2-3 mois, est-ce que vous pensez que les indices garantissent un bon succès? Oui, déjà, moi je trouve que le président est un président de l'Union africaine très très actif.
il est vraiment, malgré les crises internes qu'il a connues, il ne faut pas le rappeler parce que c'est comme une mère qui a des problèmes à la maison avec ses enfants, des maladies, des souffrances, des morts, mais qui sort quand même, qui va travailler et qui rentre aussi, qui s'occupe d'autres enfants. C'est ce que le président est en train de faire. Nous avons connu des crises ici institutionnelles, pas institutionnelles, des crises politiques au Congo qu'il a gérées et en même temps il devait aller gérer des crises. On a vu quand le président du Tchad était assassiné, il était même là, il est allé au Mali, il est au Soudan, il participe à des réunions, des sommets Union européenne, Union africaine sur le développement. Il est dans les crises de Covid, il est tout le temps sur Zoom, conférence avec des questions, des homologues sur des questions précises. Nous voyons que le président de la Commission africaine vient souvent ici à Kinshasa pour se réunir avec lui. Donc il reste très très actif, il est présent et nous estimons que son mandat, le bilan qui s'est donné apparemment de ramener l'Union africaine aux Africains, de rapprocher l'Afrique aux Africains va vraiment évoluer. Et aussi le projet de la libre échange continental va aussi évoluer. Donc il reste maintenant à ce que le projet qu'il a mis en œuvre, les objectifs qu'il a de l'Union africaine puissent s'accomplir. Et ça, c'est un challenge, ça ne dépendra pas simplement de lui, mais ça dépend aussi de la coopération des autres États africains. Très bien. Godlive Kalongo. Voilà, Stéphanie Mbombo, je pense que je vais finir avec deux petites questions concernant toujours le parti. CRIC. Oui, concernant le parti. Alors, dites-nous un peu quelle est la devise du CRIC. La passion du Congo et de Congolais. Ah, la passion du Congo. Ah bon. Intéressant. La passion du Congo. Nous aimons, parce que la plupart des gens qui disent que j'aime beaucoup le Congo, ils n'aiment pas le Congolais. En fait, ils profitent de ce que le Congo est. Ils profitent des ressources du Congo. Ils profitent des systèmes de faiblesse que le Congo donne parce qu'on fait l'argent ici à 200% d'intérêt, des payback. Vous pouvez investir autant, vous avez 1000% d'intérêt, vous pouvez fixer vos prix comme vous voulez. Ah, on adore le Congo, on adore manger au Congo. Mais quand vous mangez le repas, la maman comment est-ce que ces mamans-là vendent le pondou sur la rue? Elles ont quoi? Elles s'habillent comment? Comment est-ce qu'elles nourrissent leurs enfants? Est-ce qu'il faut penser, aimer le pays, aimer aussi le peuple? Et quand on aime le peuple, et c'est alors qu'on se donne pour ces pays et on travaille pour que ces peuples-là se retrouvent dans chaque discussion qu'on prend et dans chaque décision politique qu'on est en train de prendre. Donc c'est vraiment investir dans l'homme pour que l'homme soulève ces pays. Voilà, la passion pour le Congo. 6 mois, c'est déjà beaucoup, mais qu'est-ce que le CRIC a déjà fait de concret pour prouver sa passion pour le Congo? Ouf! En 6 mois, nous avons fait tellement de choses. Et c'est difficile à énumérer ici. Nous organisons des formations sur l'entrepreneuriat et nous avons fait un peu de social, même si on n'aime pas beaucoup le social en tant que mouvement libéral. Nous préférons que les gens investissent pour leur propre avenir, mais nous devions avoir le social au niveau de l'assister les orphelins, les personnes avec handicap, et mobiliser les femmes autour de la question d'épargne. Et voilà, donc vraiment nous sommes en train de faire du formation. Nous faisons des lobbying beaucoup à l'étranger et ici on passe sur France 24 pour que les gens créent en fait, soient sensibles à la question de l'entrepreneuriat de jeunes au sein du parti politique. Et voilà, il y a beaucoup de choses que nous faisons sur le terrain que je ne sais pas vraiment énumérer avec des étudiants, avec... Voilà, beaucoup de projets dans les pipelines que je ne peux pas non plus... Voilà, pour finir, quelle est l'idéologie de CRIC? Donc, si je peux dire le soubassement idéologique du CRIC, socialiste, démocrate... Non, nous sommes... Pour renchérir, on est habitué à des partis politiques sans soubassement idéologique. On adhère parce qu'on a une proximité linguistique, régionale, quel type d'acquaintance, on ne sait pas, mais c'est quoi le soubassement en fait? Et qu'est-ce qui explique que vous soyez proche de l'UDPS? Notre idéologie est libérale, foncièrement libérale, libéralisme et social, parce que maintenant, de nos jours, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a plus d'extrémité en fait en termes de logique. Il n'y a pas d'idéologie extrêmement libérale ou extrêmement socialiste, parce que vous voyez, le président de la République, c'était un président qui est issu d'un parti socialiste, mais toutes ces politiques qu'il prend au niveau du gouvernement, c'est libéral. C'est ce que j'adore en fait de voir ça, parce que je me retrouve en fait, dans cette assiette politique et idéologique. Et nous sommes avec l'UDPS. Pourquoi? Parce que parmi tous les partis politiques, d'abord qui existent au Congo, l'UDPS est le seul parti
qui a une idéologie forte. En fait, une idéologie forte où ce sont le peuple, les membres du parti qui portent le parti et qui ont un mot à dire au sein du parti. Et ce ne sont pas des partis où on voit le président Azofou Langengue qui donne l'argent à Pesata la tête, qui distribue des t-shirts, distribue tout. L'UDPS c'est un parti qui est porté par ses membres et c'est cette idéologie-là, cette culture politique-là que nous voulons aussi avoir dans CRIC et que nous prônons dans CRIC en fait. Mais nous sommes libéralisme économique, surtout parce qu'on veut nous croyons que le libéralisme va vraiment régénérer de la richesse pour notre pays. Et quand on dit libéral, qu'on parle du capitalisme comme outil de libéral, ce n'est pas seulement du capital étranger. Hein. En fait, c'est du capital interne ici, en interne, qu'on peut développer de façon libérale et privilégier les locaux aussi dans dans l'échange commercial économique. Par exemple, nous maintenant, quand on parle déjà de modèle continental, de la zone de libre-échange, la ZLECA, nous sommes déjà un peu aux aguets, même si nous sommes des libéraux, et que c'est une politique qui est forcément libérale, auquel nous adhérons farouchement, mais il y a des réformes internes que nous devons faire rapidement en termes de taxes, en termes de réforme fiscale pour que nous puissions promouvoir nos propres entrepreneurs, pour que nous ne puissions pas subir en fait le produit africain après les Européens, les Chinois. Ce sera maintenant l'Afrique que nous allons consommer ici au Congo. Parce que nous devons absolument refaire nos taxes, promouvoir l'entrepreneuriat local pour que nous puissions échanger d'égal à égal avec les autres pays africains. Justement, puisqu'on en parle, la question de la ZLECAf, comment expliquer que... Comment vous pensez que la République démocratique du Congo puisse bénéficier dans le cadre de la ZLECAf, étant entendu qu'on exporte pratiquement rien vers l'extérieur et que nos voisins peut-être africains exportent eux ou importent plus que vers la République démocratique du Congo? Oui, en fait, nous ne pourrons, malheureusement, il n'y a pas de magie. Hein. Il y a 1 + 1 = 2. On ne va pas non plus tout le temps inventer des choses. Si notre économie locale n'est pas compétitive, nous n'allons pas bénéficier de ça. Comment expliquer que nous ne pouvons... Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde à double vitesse. Nous ne pouvons plus, si nous voulons mettre le tram aujourd'hui au Congo, on ne va pas mettre le tram que la Belgique avait mis en 1930. On va mettre le tram qui vient déjà de sortir maintenant avec des panneaux solaires et tout ça. Nous ne pouvons plus arrêter. Le monde avance à 50 vitesses, on doit faire avec. Pourquoi nous, on prend toujours la double vitesse? C'est-à-dire on peut signer cet accord, mais en même temps on fait des réformes rapidement au niveau local pour que nous puissions rattraper le train. On ne peut pas rester en arrière pour dire que non, attendez, nous on est encore dedans, non, nous devons faire avec. Et dans un premier temps, en tant que, je peux parler comme je peux parler comme porter un peu la peau d'une socialiste, je dirais que la population va bénéficier de produits venant de l'étranger à un moindre coût, peut-être. Donc, pour le point de vue des consommateurs, le consommateur sera privilégié. Mais du point de vue de la douane, mais du point de vue de la croissance, du point de vue de la croissance économique au niveau local, nous allons attraper un coup si nous ne faisons pas de réformes nécessaires pour que nos produits soient compétitifs, c'est-à-dire qu'ils aient le prix qui peuvent battre toute concurrence avec le produit africain. Quelles sont ces réformes auxquelles vous Je vais vous donner juste un exemple. Un membre de mon parti hier m'a dit dans les Katanga, quand il fait la fête à Lubumbashi, il va acheter la chèvre en Zambie. Parce que la chèvre zambienne coûte moins cher que la chèvre congolaise. J'ai failli avoir une crise cardiaque, je suis tombée sur le pont. Même la chèvre qu'on peut élever ici, vous voulez acheter en Zambie, il y en a au Katanga aussi. Parce que ça coûte moins cher et c'est bien par rapport à la chèvre qui y a à Lubumbashi. Quelque chose qui ne va pas. Donc si on n'arrive pas à adresser ces problématiques-là, on va subir encore le produit étranger. Et c'est le même problème que nous avons eu avec l'Union européenne aussi, parce que j'étais parmi les experts nationaux qui négocient l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les États ACP. C'est encore le même problème. Les œufs européens sont subventionnés et les œufs ici de la maman qui vont à Somazigida ne sont pas subventionnés, coûtaient plus cher que les œufs qui venaient de l'Europe. Donc il faut vraiment qu'on puisse adresser cette problématique. Et la première des choses, nous voulons voir le ministre des Finances là-dessus, c'est la réforme fiscale. Nous avons 400 parafiscaux, 400 taxes, 400 parafiscaux à payer
Alors, figurez-vous que les entreprises congolaises, sur 305 jours, perdent 250 jours à gérer et à traiter avec les membres, les gens de taxes, plutôt que de promouvoir la croissance économique de leur propre compagnie. Donc, au niveau, nous, en tant que libéraux, et dans notre parti, on y tient beaucoup et on surveille. Très bien. Alors, Ben Limboa. On va entendre parler, c'est comme vous prenez la baisse de l'impôt pour favoriser la consommation. Je veux un impôt structuré. Ce n'est pas simplement baisser mais organisé. Par exemple, nous faisons une des propositions que nous allons faire au ministre des Finances, c'est qu'on puisse supprimer le 400 parastato pour en faire un impôt forfaitaire parastatal. Et là, le Rwanda l'a fait. Il y a des pays voisins qui le font déjà. Et chaque compagnie sait qu'à la fin de l'année, si je suis compagnie catégorie A, je paye $5,000. Je suis compagnie catégorie B, je paye $1,000 jusqu'à C, B, des petites compagnies, par rapport à leur chiffre d'affaires et à leur marché. Je voudrais relancer un petit peu à la question et en lien avec l'éruption volcanique. C'est là où que je veux m'attarder beaucoup plus. Tout à fait. Vous avez parlé de la cotisation, de l'aide, etc. Si les Congolais pouvaient contribuer pour que nos frères qui sont de l'autre côté puissent se sentir un peu à l'aise dans leur peau, en termes de compassion, bien entendu. Alors, l'Union européenne nous a envoyé une enveloppe de 180 000 €. Est-ce modique ou bien c'est quand même quelque chose qui pourrait nous aider à éradiquer, sinon réduire considérablement les calamités dont souffrent nos frères de là-bas? Vous savez, on dit en anglais, on ne regarde jamais dans la bouche d'un cheval comme dans un cadeau. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas regarder faut pas critiquer un cadeau, il ne faut pas critiquer un don. On vous a donné un don, on ne va pas dire que non, on vous a donné un peu, on vous a donné beaucoup. Justement. Donc pour moi, je trouve que c'est le geste, l'intention politique qui compte. Et je crois que j'ai encore lu quelque part, je parle sous réserve, que le banquier aurait disponibilisé $500 000 pour Goma. Franchement, je trouve que c'est très bien pour Goma, parce que Goma finalement a beaucoup d'attention au niveau mondial. Je vis encore que la Belgique va mobiliser un avion militaire avec des dons. Et maintenant, toute la diaspora en Belgique sont en train de cotiser. Ils ont tout ce qu'ils ont comme don pour donner aux membres, le frère de Goma qui va bientôt venir. Donc le monde entier s'est mobilisé pour Goma. C'est une très très bonne chose et moi j'apprécie. Mais quelle est la part des privés congolais, justement, puisqu'on en parle? L'État apporte sa part, ces ONG, fondations, telles, ainsi de suite. Les privés congolais, est-ce qu'ils ont donné un apport considérable? Oui, moi je crois qu'hier nous étions encore devant le Palais du Peuple avec un mouvement citoyen qui a organisé la tenue, une minute de silence et des bougies pour le membre de Goma avec une caisse où chacun mettait sa contribution pour Goma. Nous l'avons aussi contribué dans ce sens-là. La première dame y était et beaucoup de membres du gouvernement y étaient. Même le président de l'Assemblée nationale aussi y était. Donc il y a une solidarité qui s'est faite à tous les niveaux pour Goma pour l'instant. Et moi je trouve que je ne peux qu'encourager. Dernière question. J'ai vu le gouvernement, par le biais du ministre de la Pétantique, échanger avec un responsable d'une compagnie téléphonique de la place pour la disponibilité du Wi-Fi pour l'OVG, l'Office volcanologique de Goma. Merci pour cela. Pensez-vous que le gouvernement prend à bras le corps cette problématique pour l'éradiquer considérablement, pour de bon, j'ai envie de dire? Vous voulez dire éradiquer complètement? En fait, le gouvernement prend le problème à bras les corps pour que nous puissions cette fois-là avoir une mainmise qu'on ait d'une manière préventive l'idée de ce qui va se passer si le volcan cherche à s'éclater, je voulais dire. Oui, absolument. Moi, je crois que nous avons un Premier ministre qui est extrêmement dynamique et c'est un expert. Et il y travaille et ses membres du gouvernement ne peuvent que suivre. Je crois que c'est une très bonne initiative. Ce gouvernement a eu, je crois, a pris connaissance des faiblesses qu'il y avait dans la politique de prévention et que tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de ne pas vivre la même chose prochainement. Peut-être une dernière question, si ça va me permettre. La toute dernière. Et en lien, cette fois-ci, avec le CRIC. Pourquoi avez-vous estimé créer un parti politique au lieu de pouvoir entrer dans un parti politique, parce qu'on en a plusieurs dans le pays?
Oui, parce que, en fait, moi, je dis toujours que CRIC existe parce que les jeunes l'ont voulu, l'ont demandé, parce que les femmes l'ont voulu. Nous représentons toutes les couches sociales de la population qui est majoritaire dans ces pays et qui s'est toujours sentie comme de marche-pied au sein des milliers de partis politiques qui existent à Kinshasa. Si le parti existe parce que le besoin y est, ces partis sont des partis, combien? Vous me parlez de 400 ou 800 partis politiques. Est-ce que je pouvais me citer 100 sièges? Malheureusement, Pas. Donc, il y a un problème. Il y a parti et parti. Il y a des partis qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas ceci. Et nous avons trouvé qu'il y avait un manque de ce côté-là. Et voilà pourquoi nous avons préféré créer CRIC. En fait, CRIC, la vision et le projet a existé avant de donner le contenu d'un parti politique. Parce que nous avons réfléchi plusieurs fois, qu'est-ce qu'on devait en faire. Et on s'est dit, pour changer les choses, il ne faut pas être une ONG, il ne faut pas être un mouvement. Il faut être dans le pouvoir où les choses peuvent se changer. Et comment le faire par rapport à notre vision, il fallait le faire dans un parti politique. Donc, voilà. Très bien. Une dernière question, hein, toujours sur le CRIC. Je veux compléter ce que Ben a dit. Vous avez dit que voilà, vous êtes un parti politique, vous existez déjà. Alors, est-ce que le CRIC a déjà été légalisé? Mais quand on dit qu'on existe, madame? Non, mais attendez, il y a Exister certains... légalement. Voilà, légalement. Il y a certains parce qu'il y en a qui partis... existent illégalement. Il y a Quand certains je vous partis dis- qui n'ont pas encore été agréés. Hein. Tout à fait. Voilà. Quand moi, je suis juriste de formation moi-même, donc je ne peux employer le mot légal que si j'ai un document qui me le dit de le faire. Donc, CRIC est légalement, existe légalement depuis l'année passée. Légalement, encore, j'insiste, ça veut dire agréé au ministère de l'Intérieur. Très Merci. Une dernière. Et de manière de... On Tout s'arrête à là fait, avec tout à toi. fait. On s'arrête là avec Tout à toi. fait. Et de manière succincte, pourriez-vous nous dire, est-il facile d'être femme et présidente d'un parti politique? Il n'est pas facile d'être femme tout court en politique. Donc, comme présidente ou pas présidente, c'est pas facile. Mais ce qui compte, ce n'est pas se voir en tant qu'une victime femme, mais se voir comme quelqu'un qui se bat pour des valeurs auxquelles on y croit. Alors, je vais moi aussi poser une question sur CRIC. Est-ce que vous pensez que, vu la multitude de partis, CRIC peut, vu la concurrence, CRIC peut facilement se frayer un chemin dans l'assiette politique congolaise, là, pour que demain, à l'issue des élections, s'il y en a en 2023, qu'on compte aussi CRIC parmi les partis qui composeraient la majorité au niveau du Parlement? Je veux revenir à un slogan d'autres de CRIC, on dit que petit mais costaud. CRIC a petit mais costaud parce qu'il soulève tout, même un avion. CRIC en tombola. Donc c'est pour vous dire qu'on a déjà frayé le chemin. Quand on dit que c'est facile à frayer, nous avons déjà frayé ce chemin. Parce que nous ne sommes pas dans la logique qu'on doit attendre pour... nous sommes présents et dans toutes les tables, dans toutes les réunions où on parle politique, que ce soit au niveau de bas comme au haut sommet de l'État. CRIC a toujours été sur une table quelque part. Très bien. Donc nous avons déjà notre chemin. Alors, une question dans la politique. Ça se raconte déjà. Nombreuses personnes prédisent la dislocation de l'Union sacrée, dont vous faites partie, vous en tant qu'allié de l'UDPS. On estime que, vu les problèmes qui opposent le président de la République avec ses alliés de la première heure, notamment Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, ainsi de suite, l'Union sacrée n'a plus longue vie. Est-ce que vous êtes de cet avis, que l'Union sacrée n'a plus longue vie, vu les divergences d'opinion qu'il y a depuis un temps entre l'UNC, Ensemble et ainsi de suite? Ben, c'est ça le jeu politique. Hein. S'il y avait une politique où tout le monde suit comme des moutons, c'est ce qui se passe, il n'y aurait pas eu, il y aurait pas de piment en politique. C'est normal que les gens se divisent, c'est normal que les gens aient des idées qui ne se rencontrent pas. Mais à un moment donné, on sait pourquoi on est là. On est là pour le bien-être de la nation, pour le développement du pays. À chaque fois que ces questions seront soulevées, tous ces mondes-là se mettront sur une même table. Alors, en guise de conclusion, on nous signale qu'on est presque à la fin de cette émission. Vous avez 1 minute pour pouvoir conclure. Vous allez balayer tous les sujets qui ont été évoqués ici. Vous en faites une synthèse, question de conclure. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons parlé ici du sujet de Goma, dont le gouvernement fait son travail et que la population
nous demandons beaucoup de patience parce que quand on souffre, on ne voit pas l'effort qu'on fait pour l'autre. C'est tout à fait normal et on comprend la frustration parce que ça vient toujours en retard. Mais ça va venir et nous allons tous être contents du travail qui sera fait. La nationalité, j'estime encore que ça doit être une loi qui doit nous unir et qui doit protéger notre population, qui doit protéger la nation. Et aussi, je dois aussi revenir à ça. Je ne veux pas parler de polémique, c'est qu'on ne sait pas qui on est, chacun de nous, à part moi qui sais exactement qui sont mes enfants. Je crois que tous les pères du monde ne peuvent pas prévaloir de cette certitude, comme je peux le donner. Donc, gardons nos esprits apaisés, concentrons-nous sur l'intérêt de la nation dans cette loi. Et si on est parlé de l'Union africaine et l'espace qu'il va prendre au Congo, c'est à nous qu'on va être compétitifs aussi. Le président, c'est vrai qu'il y a des réformes à faire au niveau de l'État, au niveau de taxes et tout ça pour que nos PME soient compétitifs et qu'il y ait des produits qui vont être concurrencier le produit africain. Mais aussi, nous devons être Congolais, être, exigeants, excellents dans ce que nous produisons, dans ce que nous faisons comme travail pour que nous ne puissions pas être absorbés par les autres. Et aussi au niveau de l'Union sacrée, c'est pour dire qu'à un moment donné dans la vie, il faut savoir faire taire le parti politique et faire taire les couleurs, mais plutôt regarder le bien-être de la nation pour lequel nous sommes tous unis. Et quel avenir pour CRIC, pour chuter? CRIC est un parti, et notre parti est votre opportunité. C'est un parti qui existe parce que vous l'avez voulu. Les solutions pour vous, et c'est à vous de saisir l'opportunité maintenant ou jamais. Très bien, merci. Ce qui est bien dit, merci à vous, très chers téléspectateurs de Nouveau Congo Télévision. C'était Entretien avec Madame Stéphanie Mbombo, présidente de CRIC, Cercle de réformateurs intègres du Congo. C'est un parti politique jeune, mais déjà très costaud du point de vue de son implantation à travers la République. Elle était face à Ben Limbois, un de nos experts maison, aussi de Godelive Kalombo, qui est des nôtres. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Très chers téléspectateurs, restez branchés sur Nouveau Congo. Cette émission, vous pourrez la revoir à n'importe quel moment sur nos différentes plateformes digitales, YouTube, Facebook et autres. Ciao.